Je voulais remercier Océane et Anissa pour leurs dons. Et c'est parti. Hier, dans un commentaire, il y a une personne qui m'a écrit « Tu te reconstruis ». Et c'est un verbe qui est souvent revenu au cours de mon parcours. Mais pas... Bon, c'est un peu compliqué à expliquer parce que... Je recommence. Non, je recommence pas, on s'en fout, putain. Ah, c'est chiant. En fait, il y a quelques années, j'habitais dans l'Aveyron avec mon compagnon et on a fait une rencontre assez ouf. On se baladait sur un chemin au bord d'une rivière et on a vu un mec qui était en train de pêcher. Et puis il nous fait ouh. Enfin, on le regarde plutôt. D'abord, on le regarde et puis il nous fait ouh. On fait ouh. Puis on passe, on continue et il repasse en bagnole. Et il nous fait hey, salut. Loupiote, elle a cru qu'il y avait quelqu'un. Non, mais Loupiote, je fais une vidéo. Et là, il s'est passé quelque chose dans le regard. Parce que, c'était le genre de personne qui, quand elle te regarde dans les yeux, elle voit au travers de toi. C'est très bizarre, ça, quand t'as pas l'habitude de ce genre de regard. C'est hyper malaisant. Mais non, mais Loupiote, je t'ai dit, c'est une vidéo. Oui. Crois encore qu'il y a quelqu'un. Loupia, tu te fais avoir par les illusions. Tu es encore prisonnière du samsara. Je crois qu'on dit ça, samsara. Sam et Sarah. Et donc, il nous invite et tout à prendre l'apéro, machin. Et à un moment donné, il fond en larmes parce qu'il nous dit qu'il avait anticipé dans un rêve notre rencontre et qu'on était exactement comme il nous avait perçus dans le rêve. Et que on était les personnes qui allaient pas changer sa vie, mais qui allaient lui apporter beaucoup en fait dans sa vie. Enfin beaucoup quoi. Alors moi je savais pas où foutre, j'étais là mais ah bon. Et il disait ouais parce que j'ai rencontré un couple juste avant, ils vous ressemblaient mais c'était pas eux. Et là je sais que c'est vous et tout. Alors c'était hyper chelou. Et alors après bon on est tous en fait comme c'était un voisin, enfin qu'il habitait en bas. Tout simplement, on est devenus potes avec, et puis on discutait beaucoup. Parce qu'il voyait à travers les... En fait, c'est quelqu'un qui voyait à travers les gens. C'est-à-dire qu'il voyait ce que les gens se cachaient à eux-mêmes. Il voyait au travers du masque. Et il pouvait voir aussi, en gros, ce que tu avais vécu, plus ou moins. Il voyait pas tout, hein, mais il voyait une grosse partie. Et moi, il m'avait dit, il me disait souvent, ah mais vous êtes en train de vous reconstruire. Alors, j'étais là, ça va, je trouvais que c'était un peu trop dramatique. J'étais là, non mais c'est bon, c'est pas, je suis pas non plus en ruine, quoi, ça va, oui, je me reconstruis, mais c'est pas la peine. Parce que il le disait avec une vibration qui était réelle, donc ça donnait un peu une gravité quand même, c'est genre, oh, on se reconstruit, waouh. Et en fait, j'ai capté que y a bien deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont, comme moi j'étais avant de l'autre type, parce qu'on peut passer d'un type à l'autre, j'étais la personne persuadée, avant mon effondrement, persuadée que j'étais au top de tout dans ma vie, au top dans ma relation,
au top de toutes parts, quoi. Puis il y a eu un choc et un effondrement de mon illusion quand j'ai rencontré une personne qui m'a dit en face que, en fait, j'étais une castratrice avec mon mec, que j'étais une castratrice, que je l'avais mis dans une boîte, que je le contrôlais. Et ça m'a fait très mal à l'orgueil. Après ça, ben, j'ai vécu, oui, un effondrement de mon illusion. De mon illusion de vie parfaite avec l'autre. Et j'ai eu besoin ensuite de me reconstruire. Alors, il se trouve qu'avec mon compagnon, on s'était séparés, après on s'est remis ensemble. Mais après cet événement, qui l'a lui-même directement impacté, eh bien, il y a eu une reconstruction. Et cette reconstruction, elle est d'abord passée au niveau de la parole, c'est-à-dire que avant, quand je parlais, j'étais une tepue en fait. C'est-à-dire que j'étais une meuf au-dessus de tout, qui passait son temps à faire l'actrice avec les autres, même avec son mec, qui était fake. J'étais complètement fake, mais je ne le savais pas. Parce que le truc, c'est que voilà, tant que personne ne te l'a pas dit, regarde, t'es complètement fake. Regarde, tu dissimules tes parcelles victimaires au travers d'un masque de hippie cool, mais en fait, c'est complètement hypocrite ton truc parce que t'es derrière un masque. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui te l'a dit, c'est compliqué à voir. Hein. Mais quand quelqu'un te le dit et que c'est réel, ça résonne. Et comme ça résonne, eh ben tu commences à t'effondrer. Tu commences à effondrer ton armure, quoi, ton monde illusoire. Et cet effondrement, moi, il a duré 3 jours intensifs, mais après, on va dire, 1 an. D'effondrement et de recherche en parallèle de réel. C'est compliqué, mais de réel, je me cherchais moi, je cherchais mon moi, enfin, je me disais, voilà, j'ai été fausse tout le temps, bah maintenant je veux être moi, quoi. Comment je fais? Et ça a commencé justement par la parole, quand je parlais à mon compagnon, on était séparés mais à distance, je lui parlais, eh bien, j'essayais, j'étais encore dans la tentative, j'essayais au maximum d'être sincère et transparente. Même si plein de fois il y avait de la manipulation parce que je jouais la victime, mais j'en avais pas conscience. Je me mettais à chialer. Oui, mais tu comprends, en fait, là, c'est compliqué parce que je suis toute seule et tu vois. J'étais dans le jeu d'acteur, j'en avais pas conscience. J'étais persuadée d'être sincère quand j'étais là-dedans. Et bon, ça a pris du temps, mais je savais, à partir de cet effondrement, que après ça, j'allais devoir me reconstruire et que je partais d'un tas de ruines. Et c'est ça le truc, c'est que la plupart des gens n'ont jamais connu cette ruine, en fait. Parce qu'ils sont là, ils se rendent bien compte qu'il y a des trucs qui vont pas dans leur vie, parce que, de toute façon, il y a toujours une petite bestiole, un petit truc quelque part qui va pas, qui fait chier, mais bon, il y a aussi toujours un petit truc qui fait que tu peux oublier le petit truc qui va pas. Et donc, les personnes qui sont dans cette démarche de reconstruction, il y en a beaucoup, sont des personnes qui sont dans une recherche d'authenticité. Il y a un truc qu'elles vont commencer à détester, qu'elles ne pourront même plus comprendre. C'est-à-dire que, comme certaines personnes autistes, les Asperger, Asperger, là, c'est connu pour que ces personnes ne comprennent pas certains codes sociaux
chez les humains comme le sarcasme, le ou bien, tu vois, quand tu touches l'orgueil de quelqu'un, la personne qui te répond en mode genre mais de toute façon, je suis au-delà de tout ça, ça ne m'atteint pas. Toi, quand tu vas être dans cette phase de reconstruction, tu ne vas pas comprendre ce genre d'attitude. Ça sera devenu complètement étranger pour toi. Parce que tout simplement, tu ne comprendras plus la fausseté et l'hypocrisie. Tu te dis, ah mais pourquoi ces gens font ça? Parce qu'ils sont aliénés. Ils n'ont pas encore vécu leur effondrement. Donc ils continuent de s'accrocher comme des hyènes à leur illusion toute pourrie, où il faut monter les uns sur les autres pour se sentir toujours plus haut. Cette logique d'écrasement. J'en profite pour faire une petite parenthèse parce que j'ai vu qu'il y a un agitateur qui a critiqué le travail de Iso. Enfin, non, il n'a rien critiqué du tout parce qu'en fait, il dit rien. Mais libérer la parole, c'est pas chier sur les uns sur les autres. C'est, quand tu fais une critique, être constructif. Dire en quoi le travail de un tel est aussi utile. Et j'ai écouté à une période, justement, quand j'étais dans cette phase tout début de la reconstruction, j'ai beaucoup écouté Iso. Et en même temps que j'écoutais Bernard de Montréal. Et en fait, il y a eu quelque chose de très puissant avec le travail de Iso. C'est que, comme j'étais à fond dedans, c'est-à-dire que je mettais mon commentateur de côté, ma hyène commentateur de côté. Je me laissais complètement absorber par sa parole et par l'univers qui se formait dès qu'elle se mettait à parler. Parce qu'il y a ça chez elle qui est très puissant, c'est que dès qu'elle parle de quelque chose, ça dresse un univers. Et hier, je fais des parenthèses, mais je m'auto-teste pour bien continuer sur ma ligne. J'écoutais un politique là, qui critiquait Macron et tout. Et j'ai écouté 5 minutes, même pas une minute, et je me disais, mais ce mec ne réalise pas qu'avec les mots qu'il utilise, il attire et il crée, il nourrit ce qu'il critique. Il parlait d'effets secondaires Covid, de pandémie, de crise. La manière dont il en parlait, il se croyait être un rebelle, mais en fait, il nourrissait ce truc, parce qu'avec sa parole, il n'avait pas conscience d'être créateur de ça. Mais dans sa façon de parler avec son petit sourire, son masque, je voyais que c'était un pervers. C'est-à-dire un mec qui joue un double jeu, qui jouait le rôle du rebelle, mais en fait, qui était le pion, le rabatteur du nouvel ordre mondial et de tout ça, quoi. Et je fais, mais vraiment, tant qu'on est dans ce truc du masque, il n'y a que des tepus partout, quoi. C'est un monde de tepus, quoi. C'est vraiment immonde. Et donc, j'écoutais donc Iso et je rentrais complètement dedans. Et une fois, justement... bon, bref, voilà. Et là où c'est très puissant, ce travail, si tu acceptes, bien sûr, de te dire qu'il n'y a pas de vérité, mais qu'en même temps, tu te laisses réellement absorber par le truc, comme quand tu vas à une exposition, que tu vas voir le travail de quelqu'un, tu vas te laisser absorber par le truc, tu vas pas être en mode genre non mais ça, c'est de la merde, oh ben non, non, tu vas rentrer dedans, tu vas rentrer dans l'univers. C'est ça la discipline, quand tu découvres le travail de quelqu'un, tu rentres dedans. Eh bien, avec le travail de Iso, j'ai vécu des remontées de matière, des matières traumatiques, de trucs en moi hyper enfouis par rapport à la peur du jugement de Dieu, des trucs que je croyais, je sais pas moi, réservés aux religieux, des peurs terribles liées à l'enfermement. Et j'en entendais certains qui disaient cette femme, cette personne est anxiogène.
Alors, mais ça, c'est vraiment un truc. Si la parole de cette personne, ou si ce qu'elle dit est anxiogène, c'est pas qu'elle est anxiogène, c'est qu'elle fait remonter des trucs en vous que vous voulez pas voir. Mais tu vois, c'est comme les gens qui sont là, genre, quelqu'un sur Facebook partage une photo avec des enfants en train de crever dans le Sahel. Les gens vont s'offusquer. Oh, c'est anxiogène, c'est anxiogène. Mais non, c'est la réalité sur laquelle repose Facebook et ce monde d'artifice. Alors ça, je comprends pas comment il y en a qui... Alors certes, il y a des gens qui après deviennent addicts à la noirceur ou addicts au mal, enfin, addicts à se sentir mal. Mais ça, c'est leur problème. C'est pas le problème de la personne qui parle, qui a son travail, ou c'est le problème de ceux qui écoutent parce qu'ils ont de la merde, de la souffrance en eux, ils s'en nourrissent. Et donc, voilà, par rapport au travail d'ISO, j'en ai écouté plein des gens, j'en ai écouté plein des gens. J'ai écouté à une période là, plein de personnes différentes, et c'est elle qui m'a le plus fait remonter de trucs vraiment dark. En gros, c'est celle qui m'a le fait plus flipper. Donc, finalement, c'est celle qui m'a été le plus utile. Parce que c'est celle qui m'a le plus mis face à l'obscurité en moi que je ne voulais pas voir. Pour moi, hein, en plus le fait que ce soit une femme, et comme dans ma situation, j'ai un truc avec une femme, il y a tout qui remontait en fait en même temps, quoi. C'était vraiment la grosse remontée de matière noire. Mais à condition d'écouter sans jugement. D'accepter de se laisser traverser par, oui, la vibration de la personne, donc son univers. Et c'est vrai que ça t'emmène très loin, dans les profondeurs des mémoires, de l'inconscient humain. Et ces gens-là qui se sont aventurés dans ces profondeurs-là, je leur dis chapeau. Parce que ces personnes, elles ont risqué la folie pour ça. Et ensuite, je reviens encore une dernière fois sur Bernard de Montréal, c'est important. Parce que la déconstruction que j'ai effectuée, c'est par rapport à la forme supramentale. Ça n'empêche que la parole et la vibration de Bernard de Montréal est extrêmement puissante. Elle permet d'activer la parole chez ceux qui l'écoutent. Et ça fonctionne. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un truc, un outil qui m'est venu au cours d'une discussion avec Marc et qu'il a commencé à utiliser. Là, ça fait déjà une semaine. Alors bon, il n'y a pas beaucoup de recul temporel pour constater de l'efficacité de cet outil, mais c'est pas grave parce que c'est déjà pas mal, une semaine. Alors, cet outil, c'est le cahier, je l'ai appelé le cahier d'autoprescription. Ça vient pas de nulle part, c'est pas un truc comme ça que j'ai complètement inventé. Ça vient de quelque part, je vais vous dire d'où ça vient, je sais d'où ça vient, mais en tout cas, ça m'est venu comme ça au cours de la conversation. Alors, dans la vidéo, la relation maître-élève, dans la vidéo la relation maître-élève, j'ai parlé de, quand tu te parles à toi-même avec la caméra en face, t'es l'élève. Après, quand tu t'écoutes, tu deviens le maître et tu peux te donner les réponses.
Et après, tu peux à nouveau te parler là, en disant tu, et être le maître, pour que ensuite, quand tu te réécoutes, tu sois, dans ce cas-là, l'élève. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est un va-et-vient entre maître et élève. Et le carnet d'autoprescription, c'est c'est dans le même esprit. Alors, c'est un outil qui permet de sortir de l'inertie. C'est-à-dire que quand tu es dans cette phase de reconstruction, eh bien, tu vas vivre des passages à vide où plus rien n'aura de sens et où, en fait, tu pourras même plus te raccrocher à ton travail ou au travail pour te faire avancer dans la vie. Parce que la plupart des gens, c'est ça, hein, c'est le boulot. Allez, je me lève, je vais au boulot, voilà. Donc la motivation, elle vient comme ça. Puis de toute façon, ils ne se posent pas la question de est-ce que j'ai envie, pas envie. C'est l'heure. Et voilà. Et quand tu vis ton effondrement et ce gros passage à vide, ben, tu n'arrives plus à trouver ta motivation dans les devoirs et les obligations. Mais il te faut quand même être dans une certaine dynamique. Et donc, là, c'est un outil qui va permettre au quotidien, donc de manière journalière et sur la durée, d'être maintenu dans une dynamique que tu t'es fixée toi-même, donc qui a du sens. Mais en même temps, qui n'a pas trop... Alors, qui a du sens et en même temps qui est rigolo. J'en viens. Première étape, vous allez acheter un carnet, un journal de bord, que vous trouvez beau, qui vous plaît, avec une belle couverture et un beau papier. Et ça, c'est super important. Et d'y mettre le prix aussi. Ah, pas acheter un truc à 300 balles. Enfin, si vous faites ce que vous voulez, de toute façon. Mais là, dans le cadre de Marc, il s'est acheté un carnet en cuir avec un super joli dessin sur la couverture qu'il a payé 30 € et il a pris le temps de bien choisir le carnet. Et chaque jour, dans ce carnet, vous allez écrire la date. Alors déjà, vous allez lui donner un nom. Ceci est mon journal, machin. Vous allez faire la couverture en spécifiant bien qu'il s'agit de votre espace personnel, de votre jardin secret et que personne n'est autorisé à y entrer. Ça fait un peu Bridget Jones, hein, mais c'est important pour soi parce que tu sais que quand tu ouvres ce carnet, tu es chez toi, tu es dans ton espace privé, dans ton espace intime. Voilà. Chaque jour, vous allez noter la date et vous allez vous donner un micro-défi pour le lendemain. Alors, un défi, justement, c'est à la fois quelque chose d'utile qui va vous permettre de dépasser vos peurs, mais ça ne doit pas être trop utile non plus, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre faire le ménage. Parce qu'au début, Marc, il mettait ça genre faire le ménage, faire la vaisselle. Mais bon, ça c'est encore ce mode-là du devoir. Il faut apprendre à tourner ou à marcher ou à avancer en étant motivé par autre chose que les devoirs et les obligations. Donc, il faut trouver des micro-défis qui vont à la fois permettre de dépasser ses peurs, de sortir de sa zone de confort, mais en même temps que ce soit un peu con. Un truc un peu con. Et ça, c'est super important que ce soit un peu con. Parce que sinon, tu vas vite te prendre au sérieux comme les coachs là, qui font de la gonflette et qui te parlent de sortir de la zone de confort tous les jours et qui se prennent grave au sérieux. Et c'est pas ça le but. Puisque le but, c'est de se reconnecter à soi, donc c'est aussi à sa part d'enfance. Donc un peu de déconnade. Voilà. Et alors, une fois, Marc, il avait mis sourire à une femme dans la rue. Et là, je fais, ah ben voilà, c'est ça. Donc, tu mets ça pour le lendemain. Donc, la veille, c'est comme si tu étais le médecin ou le prescripteur pour toi du lendemain qui va devenir l'élève ou le patient ou le client, ou le disciple de ton maître de la veille
docteur, prescripteur de la veille. Donc le lendemain, tu réouvres ton carnet, tu vois, ah, faut que je sourie à une femme dans la rue. T'y vas. Alors c'est sûr qu'au début, si tu l'as jamais trop fait, tu vas avoir une meuf, elle va se dire putain c'est quoi ce psychopathe, en mode super tendu, genre bon, on s'en fout, tu le fais. Le but c'est de le faire, ou si tu le fais pas, c'est pas grave non plus. Mais tu tentes, voilà, tu oses, tu tentes. Et le soir, eh bien tu fais ton rapport. Et dans ton carnet, tu peux, alors t'écris ta journée, t'écris ce que tu as envie, t'écris ce qui s'est passé. Parce que, alors, je vais faire pause. Parce que le truc, c'est que quand tu es dans cette phase d'effondrement et de reconstruction, tu as vraiment l'impression que ta vie repose sur du vide. Ben oui, parce que, en fait, tu as vu le vide que cachait ta vie artificielle. Donc là, tu es directement en contact avec le vide tout le temps. Tu es là, mais tout est vain, tout est illusoire. Non, je rigole parce que... Non, mais c'est... Bref. Tu vois, ces phrases mèmes, c'est devenu des mèmes maintenant. Hein, c'est tout est vain, tout est illusoire, à quoi bon et donc... bah, il faut quand même pouvoir donner une consistance à ce vide, mais une consistance qui ait du sens et en même temps du non-sens. Parce que si tu es trop focalisé sur le sens, alors voilà, bah, tu vas partir en mode messianique. Genre, comme tous ces spirituels qui sont là, genre, j'œuvre pour l'humanité, j'œuvre, je me prends pas pour de la merde, j'œuvre, amour et lumière. Et puis en fait, au final, tu regardes ce qui se dit dans les commentaires de ces gens-là, bah, il se passe rien. Il n'y a que des gens qui mettent des cœurs et qui disent « Belle journée, amour et lumière ». Donc tu te dis « Attends, il est où l'ouvrage là ?» Il n'y a pas d'ouvrage, il ne se passe rien. T'œuvres à quoi du coup? T'œuvres à faire briller, t'œuvres-toi à briller et à faire briller le monde. Ben écoute, non, briller, on va pas foutre de l'émail diamant partout, ça va pas. Ça c'est, vous voyez, c'est le syndrome de la victime. Tant qu'elle est dans son cachot, elle veut décorer son cachot. Donc elle veut faire briller son cachot. Et les spirituels, ils font que ça, ils sont dans le cachot et ils illustrent leur barreau pour qu'ils brillent bien. Comme dans la chanson de Rihanna, briller comme un diamant, mais entre diamond et démon, diamond et diamant, putain merde, comment on dit? Diamond et demon, bah ça ressemble un peu en fait dans la forme. Bah oui, c'est très proche. La brillance, c'est lié à l'artifice. C'est des gens même qui n'ont même pas conscience d'être encore dans leur parcelle victimaire et qui cherchent dans leur artifice à plaire à leur bourreau parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, parce qu'ils n'ont jamais identifié leur bourreau, parce qu'ils sont persuadés depuis l'origine d'être connectés à la source. Comme on retrouve dans le syndrome des personnes dissociées ce qui est appelé le syndrome du papillon monarque. Tu vois, tu es dans le monde, tout est merveilleux, tout est beau. Oui, ça c'est la victime qui a été dissociée et qui se réfugie dans un monde artificiel. Elle n'est pas connectée à la source, et la source, il n'y en a pas. La source, c'est ta source intérieure, là où tu trouves toi ta connexion avec toi-même pour trouver ton chemin, trouver ce qui a du sens dans ta vie, et en même temps, ce qu'on n'a pas trop parce qu'il faut quand même déconner. Enfin bon, c'est ta source, bon voilà. Et alors, donc, ce carnet d'autoprescription, c'est pour se faire des micro-prescriptions qui ont à la fois du sens, mais en même temps qui sont rigolotes. Oui, ça a du sens de sourire à une femme dans la rue, ou à quelqu'un, ça a du sens, et en même temps, tu ne peux pas prendre le truc au sérieux. Et c'est ça, ces micro-défis, qui vont te permettre de te reconnecter à toi-même, parce que l'esprit, c'est pas sérieux. Avoir de l'esprit, c'est à la fois faire des choses qui ont du sens, mais qui ne peuvent pas être prises au sérieux. Et c'est ça l'esprit en tant que tel, c'est ça. Et c'est aussi quelque chose qui ne se fixe pas. C'est pour ça que je parle de micro-défis, c'est que un jour tu vas faire ça, tu vas sourire à quelqu'un dans la rue, le lendemain,
tu vas faire des lasagnes. Donc, progressivement, en fait, tu vas t'auto-réanimer toi-même à travers cette effervescence de micro-défis à la fois qui ont du sens mais qui ne sont pas sérieux. Et c'est comme ça que progressivement, tu vas te ramener du dynamisme, de la fraîcheur, de la spontanéité, parce que c'est ça le but, c'est de retrouver cette spontanéité de l'enfant, mais avec la conscience en plus. Et finalement, il y a un délire messianique, une identification à une espèce de rôle comme ça super important pour l'humanité. Dès lors qu'il n'y a plus d'humour, enfin, je redis toujours la même chose, hein, dès lors que, en fait, ça te fait même pas rire ce que tu fais. Parce que celui qui est là pour œuvrer pour l'humanité, est-ce qu'il en rit de ça? Comment tu veux rire d'œuvrer pour l'humanité? Et tu vois, tout ce qui est de l'ordre de la misanthrope, c'est ceux qui n'aiment pas les gens. Philanthropie. La philanthropie, ça cache des choses absolument abjectes et monstrueuses. Mère Teresa, elle faisait du trafic d'enfants avec Maxwell. Elle vendait des gamins. Donc ça, c'est la face obscure de tout ce qui est de l'ordre de la philanthropie. Donc, en fait, c'est pour ça que le plus important dans la vie, c'est de faire les choses pour soi, toujours pour soi. En suivant sa soif première ou sa spontanéité première ou son impulsion première de ce truc qui, au moment où tu penses à ça, hop, ça te crée un micro-éveil de le faire. Mais après, tu repars sur autre chose. Il n'y a juste pas à s'apesantir sur quoi que ce soit. Moi, à un moment donné, dans la vidéo, je vais dire, oui, mon projet, c'est de faire crier la planète. Tu vois, ça, c'est mon projet, faire crier la planète. Ça m'éclate de dire ça, mais je ne peux pas me prendre au sérieux moi-même de dire ça, parce que, en tant que tel, c'est un projet absurde. Et ça me plaît, mais je sais qu'il est absurde. Mais ça m'apporte en fait ce petit brin de folie qui est absolument nécessaire si tu veux être dans une vitalité à l'intérieur de toi. Si tu n'as pas ce petit brin de folie, cette petite électricité dans le mental, ben tout simplement, t'es mort, t'es dead. Donc c'est ça l'objectif de ce carnet d'autoprescription, c'est d'amener chaque jour ce petit brin de folie, de sens et en même temps de micro-absurdité pour tout simplement s'amuser dans la vie. C'est sérieux dit comme ça, hein, mais après il faut le mettre en pratique. Hein, voilà. Alors, d'autres exemples, par exemple, de trucs. Alors, Marc, il avait mis avant-hier sortir, marcher, crier dans la forêt. Il m'a envoyé la vidéo après, c'était génial. Mais au début, il avait la pétoche. Il filmait, il était là, putain, merde, ça craint, j'ai peur et tout. Putain, s'il y a des gens qui me voient et tout. Et là, il commence à crier une première fois. Tu sais, c'est comme quand tu sautes à la piscine, d'abord du petit plongeoir, et après tu montes au grand. Et après, bah, il a crié. Et juste après, bon, ouais, voilà. Et je lui disais aussi, putain, mais c'est décousu cette vidéo, c'est pas grave. Je disais aussi, si jamais vous avez envie de faire ça, de vous dire, allez, je m'en bats les reins, je vais dans la forêt, je vais gueuler. Au début, vous allez avoir la pétoche que quelqu'un vous surprenne. Dites-vous un truc. Si vous voyez quelqu'un, ou quelqu'un qui vous surprend en train de crier, dites-lui, je pratique le yoga du cri, ou je suis une formation en cri primal. Vous verrez, moi ça m'est déjà arrivé, je dis ça, et boum, il y a la peur de la personne, parce qu'elle est là, la personne crie, ça va tomber, et ils vont dire, ah, c'est quoi? Et après, ils vont vouloir avoir envie de faire pareil que vous allez voir.
Je m'étais même fait un... Ah, je m'étais fait un kawaii. J'étais allée jusqu'au bout, hein. J'étais allée jusqu'au bout de mon délire. Le yoga du cri. Ah, j'y croyais à mon truc, hein. Alors, au final, avec le recul... Non mais Loupiote, attends, s'il te plaît. Oui, bah toi tu fais ton yoga du chien. Après tout, c'est vrai, on peut faire une petite pause. Ah, mon petit câlin de chien. Avec le recul, au final, je trouve quand même que... Mais putain, c'est bon! Même si je conchis le yoga, de toute façon, c'est pas sérieux, tu vois, le yoga du Christ, tu vois que c'est pas sérieux, le truc. Mais c'est vrai qu'en termes de forme, je trouve que c'est ce qui passe le mieux. Parce que tu vois, le yoga, c'est vraiment le truc doux. Tu vois, c'est le truc qui peut pas faire bobo à personne. Alors qu'en fait, ça peut faire bobo. Il y a des gens qui vivent des éveils de Kundalini, après ils deviennent complètement gueudins en faisant du yoga. Mais bon, ça, c'est pas trop bien connu encore. Donc, tu vois, yoga, ça fait genre tisane bio. Viens, on se fait une petite tisane bio. Bon, tu vois, il n'y a pas trop de risques. Donc, yoga du cri, voilà. N'importe qui, la première pépette du coin, elle peut faire son yoga du cri. Et mon objectif, il est toujours là, hein. Faire crier la planète. J'en ai rien à foutre, crier la planète. Voilà, sans transition, sans suite logique. Le carnet d'autoprescription. Donc là, j'ai pu voir sur une semaine, avec Marc qui l'a testé, bon, une semaine, c'est trop court encore. Mais voilà, je vous partage le truc, parce que je me dis, autant partager tout de suite les trucs qui peuvent fonctionner. Alors, petit avertissement, en fait, quand vous découvrez un nouveau truc pour la première fois, comme le gamin à qui on offre un super jouet, il va y avoir ce phénomène-là de monter. C'est-à-dire, tu es trop content. Genre, ouais, mais c'est trop bien. Oh, mais grâce à cet outil, je vais pouvoir enfin me sortir de mon inertie et enfin me reconnecter à moi-même et aller sur ma voie tout en déconnant, en me reconnectant à mon enfant intérieur. Putain, c'est trop bien. Wouh, monter. Tu vois, genre, ouais. Tu vas sur internet, tu regardes les carnets. Oh putain, c'est trop cool. Ouais, j'ai acheté celui-là. Non, celui-là. Ouais, génial. Tu vois, monter. Qu'est-ce qui se passe quand tu as une montée? À un moment donné, il y a une descente. Et après, pendant la descente, t'es là, oh, mais non, c'est de la merde. Oh, mais c'est quoi ce truc de gamin, là? C'est bon, carnet, Ouais, genre comme s'il suffisait d'écrire un truc chaque jour et de le faire, un truc à la con. Non, mais d'accord, ouais, mais c'est bon, atterris sur Terre, arrête de... T'as encore perché, là, ça y est. Oh là là, la loose totale et tout. Attendez, la redescente. Une fois que t'es redescendu, bon, bah, tu vas te stabiliser. Plus ou moins, pas en bas, mais au milieu, quoi. Et là, quand tu seras stabilisé, bah, tu vas reprendre calmement le truc, en bon père de famille, tu vois, ou en bon médecin. Tu vois, t'imagines, t'es un médecin, moi, c'est ça qui me fait délirer. En fait, moi, je me tape des délires depuis longtemps, hein. Dans mon délire artistique, en fait, j'aimais être à la fois l'artiste brut qui se jette dans la matière, et après jouer le critique, ou l'observateur, l'analyste qui est là, et qui essaye de mettre des formes sur le truc sauvage et informe, ou bien le sauvage et l'anthropologue. Je voulais être à la fois le sauvage, tu vois, qui vit sa vie de sauvage et tout, et l'anthropologue qui est là, oui, d'accord, oui. Et là, dans ce cas, avec ce truc, c'est un peu ça, c'est que tu es à la fois le patient et le médecin. Donc, le médecin, quand tu vas chez le médecin, tu vois, il a son bureau de bourgeois, là, avec sa grosse table, tu vois, il est bien posé derrière sa grosse table en bois massif, tu vois, avec ses petits trucs sur le bord du bureau, il est bien calé, le mec, tu vois, ou la meuf, avec son super beau stylo plume, Mont Blanc, voilà, son carnet qu'on appelle ça, là, d'ordonnance, et
oui, ça vient d'où? Parce que quand j'étais petite, en fait, je m'amusais à faire ça, mais genre, je faisais des ordonnances, je me faisais des ordonnances, mais avec des trucs complètement débiles dedans. Des trucs, n'importe quoi. Et je reviendrai après ça. Donc, t'imagines que tu es le médecin. Donc, tu vas prendre les choses froidement. Le médecin, il est froid, il est détaché. Tu vois, bah, il est obligé. Sinon, il ne peut pas faire son boulot. Il voit tellement de gens malades tous les jours, il faut qu'il reste dans un certain détachement. Et bah, toi, tu vas faire pareil, tu vas être dans ce même détachement et tu vas dire, bon, je reprends les choses en bon médecin, en bon père de famille. Je vais m'acheter mon carnet, mon beau carnet en cuir, mon beau stylo plume Mont Blanc. Bah oui, après tout, pourquoi pas choisir un beau stylo ou stylo plume qui te plaît, ça c'est super important. Et ça va permettre de donner de la densité, de la consistance au truc, de l'épaisseur plutôt. Et voilà, et puis bien avoir à l'esprit que c'est toujours dans tout ce que tu démarres par toi-même, qui t'est pas contraint par une personne extérieure, c'est toujours difficile le démarrage. Le démarrage n'est pas facile. Mais une fois que le truc est lancé, c'est bon. Et une fois que tu as un historique, c'est-à-dire une fois que, bah, c'est comme pour ton compte Facebook, tu vois, une fois que tu as mis plein de trucs, tu as toujours envie d'en mettre plus. Et là, une fois que tu as ton carnet, que tu as déjà fait une semaine, tu as réussi à faire une semaine, à te tenir à une semaine, eh ben, tu as ton historique qui te porte pour la suite. Et donc ça va être un truc qui va permettre de prendre confiance en soi et surtout de sortir de ce truc de la procrastination là, qui est terrible. Parce que justement, tout est noté, tout est consigné. Quand tu fais de la procrastination, que tu t'es dit la veille, ouais, je vais faire ça et tu le fais pas, pourquoi tu peux le refaire le lendemain? Parce que tu l'avais pas noté, donc c'est oublié. Mais là, si dans ton carnet tu notes, ah bah non, je l'ai pas fait finalement, j'ai pas pu sourire à une femme, j'ai eu peur de le faire, machin. Ben, au moins c'est noté, c'est acté. Alors, d'où m'est venu ce truc? Je sais d'où il m'est venu. C'est que j'avais lu un livre, je vous en avais déjà parlé, qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué, qui s'appelle La mort suspendue et qui est l'histoire d'un alpiniste de 21 ans qui se retrouve dans une crevasse et qui ne peut plus remonter. Et il arrive quand même à se sortir de cette crevasse en rampant. Et une fois, au moment où il a réussi à émerger, à se remettre à la surface, il a une jambe cassée, il n'a pas mangé depuis 3-4 jours, et il est encore à plusieurs heures de marche, même plusieurs jours en fait, du campement, où il peut potentiellement retrouver son camarade et repartir. Et techniquement, on va dire, ou physiquement, son corps ne peut pas suivre, ne peut pas lui permettre de regagner le camp. Et il le sait. Parce qu'il manque d'eau, de bouffe et surtout qu'il a une jambe cassée. Et aussi un bras cassé aussi. Donc il est obligé de ramper sur des cailloux, en plein cagnard. C'est un seul moyen de survie. Et en fait, ce qu'il va mettre en place, et en plus de ça, il avait des hallucinations sonores, c'est-à-dire qu'il entendait Boney M dans sa tête en boucle. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Putain. Il va mettre en place un système qu'il va qualifier lui-même de trucs hyper, de néo-nazi, enfin de dictateur, un truc qui est contre lui-même. C'était son esprit qui était en train d'agir. Et ce truc, c'est... Parce que l'esprit, c'est contre l'homme, c'est-à-dire c'est contre les parcelles victimaires dans l'être humain. Ça n'en a rien à foutre des parcelles victimaires. Et là, lui, c'était une victime, il était victime de son orgueil, d'avoir voulu faire cette montagne à 21 ans. C'est ça aussi qu'il raconte dans ses bouquins, c'est que la montagne, c'est une drogue, et que tu te sens plus, quand tu es là-haut, tu sens plus le danger, et ton orgueil
tes démons. C'est eux qui te niquent, qui te font tomber. Et lui, il était face à tout ça. Mais pour survivre, il fallait qu'il aille contre, eh bien, cette victime en lui qui était en train de prendre conscience de sa connerie. Et voilà. Et donc, il s'était fixé des objectifs, c'est-à-dire qu'il visualisait un caillou, une roche, et il fallait qu'en moins de 15 minutes, avec sa montre, qu'il avait gardé sa montre, il ait atteint ce point-là. Et donc il avançait comme ça de micro-défi en micro-défi. Et à chaque fois qu'il réussissait un défi, un micro-défi comme le fait d'arriver à la roche en moins de 15 minutes, il était hyper content et la joie qui se crée en lui d'avoir réussi son défi le faisait lui redonner de l'énergie pour en refaire un autre. Et en fait, c'est ça le but, c'est de réaliser, de faire ce que toi tu t'es dit de faire. Finalement, peu importe ce que tu t'es dit de faire. Si tu t'es dit de faire, je vais sourire à une femme, ou si tu t'es dit de faire, je vais faire un plat de lasagne, je vais faire un plat que j'ai jamais fait demain, je vais faire une pizza 4 fromages, et que tu l'as fait, eh ben, c'est tout con, hein. Mais tu vas avoir beaucoup d'énergie, tu vas te créer beaucoup d'énergie parce que c'est... Enfin, d'énergie, c'est une reconnexion avec soi, c'est une confiance en fait en soi. D'ailleurs, la parole, quand on dit « moi j'ai qu'une parole », c'est pour parler des gens qui font ce qu'ils disent. Et, tiens, j'avais pas pensé à ça, le lien avec la parole, se reconnecter à soi, trouver sa voix en trouvant sa voix. N'avoir qu'une parole et retrouver sa parole, c'est justement faire ce que tu as dit que tu allais faire. Ah, putain. Mais pour qu'il y ait du plaisir, il faut que ce soit justement des trucs un peu audacieux, un peu à la con, à la fois audacieux et à la con. Enfantin, en fait, j'ai envie de dire, enfantin. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pas dit par rapport à ça? Ben, le carnet, c'est le journal. Moi-même, j'ai un journal, hein, j'en ai... Enfin, je vais vous le montrer. Il est rose. Alors, je le fais pas, ce truc. Je ressens pas le besoin de le faire. Mais je sais que... Il y a quelques années, j'aurais bien aimé faire ça. Ouais, le carnet est super important parce que, ben, quand tu notes des trucs sur des feuilles volantes, ta vie, elle est volante après. En fait, il faut se trouver des outils, des moyens pour s'auto-structurer soi-même quand, eh bien, ce qui est proposé à l'extérieur dans le monde ne te satisfait plus, ne te convient plus, ou tu trouves que ça, c'est du pur non-sens. Tu dois te démerder pour trouver des trucs qui ont du sens. Mais encore une fois, sans que ce soit trop sérieux non plus. Voilà. C'est tout.